Alors ce soir, je suis un peu ému parce que je vais vous présenter quelqu'un que j'ai accueilli à l'ENSTA il y a un certain nombre d'années. C'était une de mes toutes premières élèves. Et puis moi, à l'ENSTA, je m'occupe des élèves qui veulent faire de la physique et qui veulent faire de l'astronomie. Et elle est venue me voir et m'a dit « J'aimerais bien faire ça ». J'ai dit « Écoute, vas-y hein ». Et donc je l'ai poussée. Et puis maintenant, elle est devenue super grande. Elle a fait son chemin et puis elle est devenue depuis pas longtemps directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc je suis très content d'accueillir Kumiko Kotera. Et vous voyez, on est assortis. Et pourtant, on ne s'était pas concerté. Merci Kumiko. Merci. Merci Jérôme. Effectivement, tout a commencé il y a longtemps. Avec différentes personnes, mais aussi Jérôme, qui m'a aidée, qui m'a poussée à réaliser mon rêve de devenir astrophysicienne. Et me voilà ce soir avec vous. Merci beaucoup d'être là. Merci aux organisateurs de m'avoir invitée dans ce lieu très iconique et cette région très belle. Et donc on va partir ensemble à la chasse aux messagers de l'univers violent. Lorsque vous allez sortir tout à l'heure et que vous allez regarder le ciel, vous allez vous dire que l'univers est un endroit très paisible, serein. Mais il n'en est rien. L'univers est peuplé d'objets très violents, comme des étoiles massives qui vont exploser en fin de vie et qui vont donner naissance à ce qu'on appelle des supernovae. Et en leur cœur, il va rester une toute petite étoile, les plus petites étoiles de l'univers, formées de matière qu'on appelle des neutrons, des étoiles à neutrons. Et ces étoiles vont pulser, pulser, et on les appelle des pulsars. D'autres objets, encore plus massifs, d'autres étoiles encore plus massives, vont finir leur vie en s'effondrant sur elles-mêmes, en produisant des grands jets, comme vous avez vu là, qui vont illuminer l'univers depuis les confins de l'univers et nous envoyer leur lumière jusqu'à nous. Et on les appelle des sursauts gamma. Un autre type d'objet, ce sont des objets binaires, de plus petites étoiles de l'univers, comme on a dit tout à l'heure, des étoiles à neutrons qui vont se tourner autour, fusionner et libérer une quantité d'énergie monstrueuse en produisant des jets, comme vous l'avez vu. Ce sont des sursauts gamma courts associés à des fusions d'étoiles à neutrons. L'univers est un endroit violent, mais pas angoissant, parce que tout ça se passe très loin. Ceci dit, justement, parce que ça se passe très loin, on voudrait le comprendre, nous astrophysiciens, et on voudrait le comprendre dans le sens où on voudrait comprendre comment l'énergie faramineuse de ces objets est produite et libérée et envoyée jusqu'à nous. Quelle est la population de ces objets-là? À quelle fréquence ils explosent? À quelle fréquence ils nous envoient leurs jets? Et donc tous ces mécanismes physiques sont à explorer, à comprendre. Et pour faire ça, on va avoir besoin d'une expérience complète de l'univers violent. C'est ce qu'on appelle l'astronomie multimessager ou multisensorielle. Lorsque vous avez cette parabole de l'éléphant, parabole indienne, qui dit que lorsque vous ne touchez qu'un, vous bandez les yeux, vous regardez une partie de l'éléphant avec vos mains, vous allez avoir une vision très incomplète de l'objet que vous regardez et vous allez avoir l'impression que cet objet, cet éléphant, cet animal est un animal très allongé, très gros, très pointu, etc. C'est un peu la même chose qui se passe avec l'univers si vous le regardez qu'avec la lumière. En particulier si vous le regardez qu'avec la lumière visible. Or, depuis un certain temps déjà, on a réussi à ouvrir ce qu'on appelle le spectre électromagnétique et à regarder les objets, le ciel, l'univers, depuis les ondes radio jusqu'aux ondes gamma, jusqu'aux rayons gamma, qui sont les rayonnements les plus énergétiques. Mais ça ne nous suffit pas. Nous, on veut avoir une expérience complète, c'est-à-dire qu'on voudrait aussi
récupérer des particules, des noyaux atomiques, comme ceux qui nous constituent, qui constituent la matière autour de nous, ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui vont nous être envoyés par ces objets violents, et donc ça va nous permettre un peu de toucher l'univers. D'accord ? On voudrait aussi goûter l'univers, parce que l'univers violent nous envoie ce qu'on appelle des neutrinos. Des neutrinos, ce sont des particules qui sont assez particulières parmi la matière ordinaire. On en reparlera. Et ces particules sont dotées de saveurs, parce que les physiciens, comme vous le savez, sont très gourmands, et donc ils leur ont donné ce petit nom de saveur. Donc ça va nous permettre de goûter l'univers. Et enfin, on a aussi des ondes gravitationnelles, qui sont des perturbations de l'espace-temps qui vont être produites par ces sources les plus violentes de l'univers. Et mon pointeur ne marche pas, voilà. Et donc, ces ondes-là vont pouvoir s'apparenter à du son, c'est pas du vrai son, mais au son de l'univers. Donc là, on a une expérience multisensorielle de l'univers. On va pouvoir l'écouter avec les ondes gravitationnelles, le toucher avec les rayons cosmiques, le goûter avec les neutrinos et bien sûr le voir avec la lumière. Et on va voir si ça va nous suffire. En particulier, les ondes gravitationnelles, donc, vous en avez probablement bien entendu parler. Je voudrais juste vous expliquer la prouesse que c'est. Probablement, vous savez déjà, mais... Donc, 2015, LIGO Virgo, pour la première fois, entend le son de l'univers, détecte des ondes gravitationnelles, avec le mécanisme suivant. Donc, on a 3 détecteurs, placés 2 aux États-Unis, à Livingston et à Hanford, et un autre à Pise, en Italie, Virgo. Ce sont ce qu'on appelle des interféromètres de 4 km de long, des bras, des tunnels en L. Excusez-moi. Okay, des tunnels en L qui sont quasiment vides, de l'ultra vide à l'intérieur de ces tunnels de 4 km. Et on a des miroirs qui sont positionnés au bout de ces tunnels et un faisceau laser qui part, qui fait des allers-retours là-dedans, qui rebondit sur les miroirs. Et tout ça va nous permettre de mesurer, si jamais il y a une onde gravitationnelle qui passe, il va faire bouger un tout petit peu le miroir, enfin l'un des miroirs, ce qui va faire qu'on va on va être sensible à une déformation de distance de ces miroirs de 10 millièmes de la taille d'un proton. C'est ça la prouesse technologique. Et c'est arrivé en 2015. Le signal a été détecté dans LIGO, et non Virgo à ce moment-là. Et on a vu pour la première fois donc la fusion de 2 trous noirs stellaires se produire et donner un signal extrêmement clair de cette fusion-là. Donc voilà, depuis 2015, on entend le son de l'univers. Et depuis 2017, est-ce que vous pouvez mettre du son sur mon... Pardon, depuis... Voilà ce qui est arrivé. Comme vous le voyez, donc les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles provenant d'un nouvel objet qui est une coalescence de 2 étoiles à neutrons. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce n'est pas juste qu'on a vu que LIGO et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles, c'est encore mieux. On a eu son et lumière, c'est-à-dire que non seulement on a détecté ces ondes gravitationnelles, mais à ce moment-là, une alerte a été envoyée à tous les observateurs du globe, dont le satellite Fermi, qui a scanné le ciel et qui a regardé dans ses données, et il se trouve que 2 secondes après cet événement, 2 secondes après les ondes gravitationnelles, il y avait un sursaut gamma qui venait de s'être produit. Et là, donc, une alerte encore plus globale est envoyée avec les coordonnées que Fermi avait mesurées dans le ciel. Tout le monde se tourne dans cette direction pour observer. Et là, c'est la folie, parce que ce qui est vu, c'est donc on finit par observer la source vraiment de cet objet-là. On arrive à pointer la galaxie haute de cet objet-là, et il se trouve que c'est la coalescence de 2 étoiles à neutrons, ce qu'on n'avait jamais vu, et donc on le voit en ondes gravitationnelles,
en rayons gamma, mais aussi dans tout le spectre électromagnétique, et exactement comme les théories l'avaient prédit. C'est-à-dire qu'on commence à le voir en lumière bleue, en lumière rouge, en radio, en X, tout le monde y est. Et donc c'est vraiment la folie pendant plusieurs semaines. Et donc ça a soulevé toute la communauté astrophysique et astronomique. Moi, il se trouve que pendant ce temps-là, au moment où on recevait ce signal, j'étais enceinte de 8 mois et en train de coller du papier peint. Voilà. Et une autre personne fait partie de cette histoire. C'est mon amie et collègue Samayani Sankhe, qui, elle, est une astrophysicienne spécialisée dans les ondes gravitationnelles. Et elle a passé ses vacances dans les toilettes de son chalet alpin, parce qu'il fallait que cette science soit faite, il fallait analyser les données, il fallait rassembler tout le monde et sortir des publications sur cet événement incroyable qui était en train de se produire. Et donc elle a récolté les données de tout le monde et réussi à faire une très belle histoire scientifique de ce qui s'était passé. Mais voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Certains collent du papier peint, d'autres sont dans les toilettes. C'est ça la recherche. Mais c'est vrai. Et c'est justement en collant du papier peint, bon, c'est un peu après, lorsque ces résultats sont sortis, moi, la première chose que je me suis dite, c'est « Ok, on vient de voir des ondes gravitationnelles et de la lumière en même temps. Mais il manque quelque chose. Il faut absolument rajouter la saveur, les neutrinos, dans cette expérience multimessager de l'univers violent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un détecteur gigantesque qui va nous permettre de mesurer ces particules-là. Et il se trouvait que j'étais déjà en train de le faire, donc ça tombait bien, il fallait juste accélérer le truc et ne pas lâcher. Donc, attendez, voilà. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de particules, je vous parle de l'univers. Je vais juste vous situer un petit peu les échelles dont on parle. Donc, ce qui est super dans le domaine de recherche dans lequel je suis, c'est qu'on parle d'infiniment petit dans l'infiniment grand. Quand je parle d'infiniment petit, c'est quoi? Alors, je vous donne la main. Et on va partir depuis la Terre. On va s'éloigner de plus en plus. Donc, tout ça, vous connaissez. C'est le système solaire. Et on va s'éloigner encore, sortir du système solaire, arriver à l'étoile la plus proche qui se trouve à 4 années-lumière. C'est ce qu'on appelle un parsec dans le jargon des astrophysiciens. Lorsqu'on rassemble plusieurs étoiles, on va avoir des groupes d'étoiles. Et bientôt, vous allez voir apparaître le bras spiral de notre galaxie, la Voie lactée, qui fait à quelques dizaines d'années-lumière. Et donc voilà, vous voyez notre Voie lactée. On va sortir de la Voie lactée. On va assembler plusieurs galaxies entre elles. Ça correspond à un groupe de galaxies, à même des amas de galaxies. Là, vous voyez des filaments dans l'univers. On est à 1 milliard d'années-lumière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt 100 millions d'années-lumière, quelques centaines de millions d'années-lumière, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment ce que j'appelle l'univers local. Et c'est de là qu'on va voir venir les particules enfin, qu'on a la meilleure chance de détecter des particules de très haute énergie et aussi de voir des événements violents. Parce que c'est pas trop loin et en même temps, on va jusqu'à un volume assez large. Donc là, maintenant, on rezoome. On est arrivé en Californie, on rentre dans l'œil de la Dame. Et là, vous allez arriver dans l'infiniment petit, qui n'est pas vraiment infini d'ailleurs. Et donc, les chromosomes, tout ça, ce n'est pas ma science. Mais on va arriver à l'intérieur de l'ADN, qui fait donc 1 nanomètre, enfin une dizaine de nanomètres. Et là, vous avez un atome qui, comme vous le savez, est rempli essentiellement de vide. Et on va arriver à 10 puissance moins 15 mètres. C'est la taille d'un proton. Donc voilà, vous avez ici un noyau atomique constitué de protons, de neutrons. Et à l'intérieur de ces protons et neutrons, il y a des quarks. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, ce sont ces noyaux atomiques qui vont se balader dans l'infiniment grand dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc on en couvre des échelles. C'est ça, le multi-messager. Donc, je vous parle aussi depuis tout à l'heure de rayon cosmique. Qu'est-ce que c'est qu'un rayon cosmique? Contrairement à ce que le nom rayon indique, ce n'est pas de la lumière, ce sont donc des noyaux atomiques. Donc, on a
un cortège d'électrons autour d'un noyau atomique. Ce noyau atomique est chargé positivement et les électrons sont chargés négativement. Ça, c'est très important parce que vous allez voir que ça joue un rôle considérable, le fait que ce soit chargé. On reçoit sur Terre environ 1 kg de rayons cosmiques par an. Là, vous dites, ouais, super. Non, alors, quand même, un rayon cosmique, c'est un noyau atomique, ça fait 10 puissance moins 27 kg. Ça veut dire que sur Terre, par an, on en reçoit 10 puissance 27. Là, vous dites, ah, c'est vachement bien. Donc voilà, on en reçoit beaucoup, mais tous ne sont pas forcément très intéressants pour sonder l'univers violent, puisque la plupart proviennent de notre Soleil. C'est bien, hein, ça permet de sonder le Soleil, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au-delà de notre système solaire. Donc, les rayons cosmiques, la plupart viennent du Soleil. Au-delà, il y en a pas mal qui viennent de notre galaxie lors d'explosions de supernovae, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y en a quelques-uns à ultra haute énergie qui vont venir de on ne sait pas où. On reçoit aujourd'hui des particules qui ont une énergie de malade. Vraiment, 10 joules, 10 puissance 20 électronvolts, 10 joules. C'est l'énergie pour chauffer votre tasse de thé. Ça veut dire que si on avait une particule qui rentrait dans votre tasse de thé et qui s'arrêtait là, qui déposait son énergie, pouf, votre tasse serait chaude, quand même. L'énergie d'une balle de fusil. Vous dites, ok, peut-être. L'énergie d'une balle frappée par Roger Federer. Ouais, super. Mais il faut bien considérer, c'est que c'est cette énergie confinée dans une particule subatomique. Plus la particule est petite et pas massive, plus il est compliqué de lui donner de l'énergie. D'accord ? Et juste pour vous donner un peu plus de contexte, une comparaison, au LHC, l'accélérateur à Genève, on accélère des particules 10 millions de fois moins vite. D'accord ? Et même, si on voulait accélérer des rayons cosmiques de 10 puissance 20 électronvolts avec les technologies terrestres comme ça, il faudrait un LHC de la taille de notre galaxie. Et là, j'espère que vous dites « Ah !» Voilà. Donc ça, c'était les rayons cosmiques. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les neutrinos. Parce que les rayons cosmiques, on les observe, on les collecte régulièrement, de façon routinière. Ces rayons cosmiques de 10 puissance 20 électronvolts, on les détecte en Argentine, dans la Pampa, avec des cuves d'eau, d'ailleurs. Et c'est dans un observatoire qui s'appelle l'observatoire Pierre-Auger. Et on en détecte environ 2-3 par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Mais on sait que ça existe. On sait que voilà, qu'ils sont là, on les connaît de mieux en mieux. En fait, on les connaît de mieux en mieux, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est l'un des plus grands mystères, je pense, de l'astrophysique moderne. C'est qu'on a des particules qui nous arrivent à des énergies monstrueuses et on ne sait pas ce qui les produit dans l'univers. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est parce que les rayons cosmiques, comme je vous le disais, ce sont des particules chargées. Donc, ça veut dire que ça va être dévié par tous les champs magnétiques de la Terre. Lorsque vous avez le Soleil, une source de lumière, là, le spot là-bas, qui vous éclaire, on regarde dans cette direction et on voit la source. On peut voir le Soleil, on peut voir une étoile, la lumière va en ligne droite. Mais lorsqu'on reçoit en Argentine, dans la Pampa, dans des cuves d'eau, des particules, des rayons cosmiques de ultra haute énergie, et qu'on regarde dans la direction d'arrivée de cette particule, il n'y a rien du tout. Parce que, lors de la propagation de cette particule entre la source et nous, elle a été déviée par tous les champs magnétiques de l'univers. Et il se trouve que l'univers est assez fortement magnétisé. Donc voilà, ils vont se balader. Ce qui fait que du coup, là, on ne voit rien. La source est là-bas. Du coup, pourquoi est-ce que les neutrinos m'intéressent ? Dans neutrinos, il y a neutres. Et neutres, c'est des particules qui ne vont pas être déviées par les champs magnétiques. Et il se trouve que les rayons cosmiques, lorsqu'ils se baladent, y compris même lorsqu'ils sont accélérés au sein de leur source mystère, dont on ne connaît pas, vont régulièrement interagir avec la matière environnante, ou les photons, d'ailleurs, ou la lumière, et produire des neutrinos.
Et si jamais, dans une source, des rayons cosmiques sont accélérés et que les neutrinos sont produits, et que les neutrinos arrivent jusqu'à nous, et qu'on regarde les neutrinos, eux, vont pointer directement vers la source. Donc observer des neutrinos, ça va vouloir dire réussir à résoudre ce grand mystère de l'origine des rayons cosmiques de ultra haute énergie. On va pouvoir directement pointer ces sources les plus violentes. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'un neutrino? Donc un neutrino, c'est une particule de masse très faible, donc 10 milliards de fois plus légère que des protons, qui interagissent très faiblement. En ce moment, vous êtes traversé chaque seconde, ce que je disais hier au Café Instro, par 100 000 milliards de neutrinos, chaque seconde. Et il faudrait que vous viviez 100 ans pour qu'un neutrino daigne interagir avec votre corps. C'est vraiment une particule qui n'en a rien à fiche de nous, quoi. Tant mieux. Et tous ces neutrinos, la plupart, nous proviennent du Soleil. Parce que à chaque fois qu'il y a une réaction nucléaire, souvent, il y a la production de neutrinos. Et à l'intérieur du Soleil, il y a beaucoup de réactions nucléaires. Mais réaction nucléaire, ça veut dire réaction avec des noyaux. Et je vous rappelle, un rayon cosmique, c'est un noyau. Donc les rayons cosmiques qui se baladent vont faire des petites réactions et produire des neutrinos. Et c'est comme ça qu'on a ces neutrinos qui vont avoir beaucoup d'énergie. Beaucoup. Parce que, donc, là, je vous montre une figure un peu compliquée, enfin, ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est le flux, c'est-à-dire à peu près le nombre par, si vous ouvrez les bras comme ça, dans cette surface-là, combien est-ce que vous avez de particules qui tombent? Donc c'est ça le flux, globalement. Et donc c'est le flux des neutrinos qu'on reçoit sur Terre en fonction de leur énergie. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup de neutrinos qui nous proviennent du Soleil. Il y a aussi l'univers qui en a probablement produit pas mal, à basse énergie. Et lorsqu'on va à plus haute énergie, naturellement, c'est beaucoup plus compliqué d'accélérer des particules et de faire des neutrinos de très haute énergie. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est de moins en moins abondant. Et il se trouve que les rayons cosmiques de ultra haute énergie, malgré tout, vont, lorsqu'ils sont accélérés à ultra haute énergie, interagir et produire et donner 5% à peu près de leur énergie aux neutrinos qui sont produits. Et ça, c'est 5% de 10 puissance 20 électronvolts. C'est quand même 10 puissance 18 électronvolts. C'est toujours 1 million de fois supérieur à ce qu'on peut produire dans le LHC. C'est toujours des ultra haute énergie. Donc là, tout là-haut, ici, tout au bout ici, vous avez des neutrinos de ultra haute énergie qu'on voudrait détecter. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire cette année. C'est qu'on a annoncé qu'il y avait eu une détection d'un neutrino de ultra haute énergie dans la mer Méditerranée. Vous en avez peut-être entendu parler, j'en ai parlé hier. C'est KM3net. C'est une prouesse technologique aussi. C'est des filins, plusieurs centaines de filins qui sont déployés dans la mer Méditerranée à 3-4 km de profondeur et sur lesquels sont enfilés des détecteurs, des caméras qui vont essayer de mesurer la petite lumière émise lorsqu'un neutrino va traverser l'eau. Et l'eau, le neutrino, on n'a toujours pas trop affiche, mais malgré tout, quand il y en a beaucoup, à un moment, il se fait quand même avoir et il interagit. Donc, au bout d'une certaine colonne d'eau traversée, le neutrino finit par interagir et produire une particule secondaire qui va, du coup, illuminer plein de capteurs à l'intérieur de l'eau. Et ce qui s'est passé en février 2023, c'est que plusieurs milliers de capteurs ont été allumés. Et donc, ça semble assez incontestablement être la trace d'un neutrino de ultra haute énergie. Sauf que c'est un neutrino mystère, puisque ce neutrino, je vous ai dit pourtant, les neutrinos, ils pointent vers la source. Ben là, on regarde dans la direction de la source et il n'y a rien. Donc, c'est cool, les neutrinos de ultra haute énergie existent, et en même temps, on ne sait toujours pas d'où ils viennent. Donc en fait, pour moi, c'est cool, parce que ça veut dire qu'il faut absolument construire un détecteur qui a vraiment la taille adéquate pour aller chasser ces neutrinos de ultra haute énergie. Et c'est effectivement ce dont je vais parler tout à l'heure, le détecteur Grand. Parce que KM3net est beaucoup trop petit, en réalité, pour détecter ces neutrinos. C'était vraiment un coup de peau.
C'est très étonnant, on est tous un peu... On ne sait pas quoi penser de cet événement, c'est très mystérieux et ouais, voilà, ça nous arrive aussi régulièrement, d'être un peu sans avoir d'explication. Voilà, donc là c'est Ice Cube ou KM3Net. Ice Cube, c'est aussi ce dont j'ai parlé hier au Café Astro, mais c'est le même genre de détecteur que dans la mer Méditerranée, mais en Antarctique, dans la glace, 1 km3 de glace, instrumenté par des filins sur lesquels sont enfilées des perles de détecteurs. Et Ice Cube a détecté plein de neutrinos de très haute énergie, plusieurs centaines, donc à cette énergie-là. Est-ce que vraiment je pourrais pas avoir un pointeur qui marche, s'il vous plaît? Et donc, merci. Donc ça, c'est vraiment super, mais ça a démarré en 2013, donc c'est aussi très récent. Mais donc c'est à plus basse énergie que ce que nous, on veut viser. Ultra haute énergie, 10 puissance 18 électronvolts, là où les phénomènes les plus extrêmes de l'univers se passent. Alors comment on veut faire ça? Depuis tout à l'heure, je vous dis, voilà, mon expérience. Merci beaucoup. Okay. Bon, ok. Je vais faire avec les mains. Donc, ouais, c'est compliqué là. Ok, donc c'est bien d'avoir des détecteurs dans l'eau, dans la glace, mais c'est quand même très coûteux. Et une façon qu'on a trouvée d'essayer de faire quelque chose de moins coûteux et de très efficace pour la détection, c'est la technique radio, la bonne vieille technique radio, que vous connaissez plutôt bien, parce que c'est ce que vous avez, les antennes là, que vous avez sur votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on s'est dit, enfin c'est pas vraiment nous, hein, mais déjà les physiciens d'avant, ce qui s'était dit, c'est que puisque les neutrinos n'interagissent avec quasiment rien, mais que si on avait pas mal de matière, ça marcherait, ils interagiraient, on pourrait utiliser la Terre comme cible pour faire interagir nos neutrinos. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'un neutrino va arriver sur la Terre, va traverser assez de matière, 30 km de roche, pour qu'il interagisse. Et dans cette interaction, il va produire une particule secondaire, ici un lepton tau, donc un cousin de l'électron, qui va sortir de la montagne, enfin de la Terre. Et il se trouve que le temps de vie de cette particule est assez court pour qu'à un moment, il se désintègre en plusieurs morceaux dans l'atmosphère. Et au moment de cette désintégration, toutes les particules secondaires vont interagir avec les molécules de l'atmosphère, produire d'autres particules avec des énergies de plus en plus petites. Et vous voyez, donc vous avez ici une gerbe, une douche de particules secondaires qui vont être produites. Et c'est pas tout. À l'intérieur de cette gerbe de particules, vous avez des électrons et des positrons qui sont chargés plus et moins. Et ces électrons et ces positrons vont alors se séparer par le champ magnétique de la Terre. Celui-là même qui oriente votre boussole. Donc, vous allez avoir les électrons qui vont partir d'un côté, les positrons de l'autre, et vous allez créer ainsi un courant électrique. Ok ? Un courant électrique en mouvement dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Faraday en physique. Un courant électrique en mouvement dans le temps génère une onde électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière. Il se trouve que cette onde électromagnétique, cette lumière, elle est visible fortement en radio. Et en radio, dans des fréquences que l'on connaît bien, puisque c'est la fréquence autour de la bande FM. Donc quand je dis que vous connaissez bien, que c'est les antennes de votre voiture, c'est vrai. En réalité, on pourrait capter ces neutrinos avec les antennes de votre voiture. Il faut quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais quasiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec un détecteur assez simple, comme des bouts de métal et une électronique assez simple, on va réussir à capter
de façon relativement assez indirecte, ces neutrinos qui nous proviennent de l'univers violent. Et c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, et pas de façon petite. On s'est dit qu'on allait instrumenter plusieurs dizaines de kilomètres carrés sur la Terre, avec plusieurs dizaines de milliers d'antennes, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés sur la Terre, avec plusieurs dizaines de milliers d'antennes radio. Et si possible, sur 2 hémisphères dans le globe, voire plus, enfin à plusieurs endroits dans le globe. Voilà, donc ça c'est l'idée de Grand. L'idée de Grand est née, et je voudrais, parce que on parle souvent des résultats scientifiques, mais on n'explique pas forcément toujours comment tout ça commence. Ça commence autour d'un café, comme d'habitude. Donc là, c'est le forum de l'Institut d'astrophysique de Paris, que je ne dirigeais pas à l'époque, c'était il y a 10 ans, 2014. Et donc Olivier Martineau, qui est aujourd'hui mon alter ego de la recherche, enfin depuis à peu près cette époque-là, est venu me voir pour prendre un café. Et il me dit, donc on s'installe avec notre café, très important, et il me dit, il rentrait de Chine, où il avait joué avec plein d'antennes radio, il y avait des trucs qui marchaient pas. Il me dit, j'ai cette idée de déployer plein d'antennes radio dans des montagnes en Chine pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie, mais je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Et il se trouve que moi, à ce moment-là, je me faisais chier. Non, enfin, j'avais pris mon poste au CNRS et j'étais théoricienne. Et je faisais des modèles de sources qui prédisaient, je prédisais qu'il y avait des flux de neutrinos qui allaient être produits par ces sources très violentes. Et c'était triste parce qu'à chaque fois que je faisais des calculs, les flux de neutrinos étaient tellement bas qu'il n'y avait absolument aucun instrument qui jamais n'allait les détecter. Donc, super quoi. Je me disais, ok, est-ce que je vais faire ça toute ma carrière ? Ça va un peu être long quoi. Et lui, il arrive et il me dit ça, et je lui dis, mais attends, vas-y, montre-moi, c'est quoi la sensibilité que tu vises, quel flux on va pouvoir essayer de choper. Donc il me montre une espèce de courbe moche préliminaire qu'il avait calculée. Et là, je lui dis, mais c'est génial ton truc. Et en fait, j'aurais pu dire que ça allait pas marcher et tout, comme beaucoup d'autres gens lui avaient dit. Et il m'a convaincue, en discutant de la technologie, que ça allait marcher. Et j'aurais pu lui en vouloir, mais je lui en veux pas de m'avoir convaincue. Et depuis, donc ça c'était 2014, je lui ai dit « Ok, super ton truc, on va le faire, on va y aller ». Donc juste quelques mois plus tard, au LPNHE, qui est le laboratoire de physique nucléaire et de haute énergie à Jussieu, à Sorbonne Université, on a fait notre premier atelier fondateur de Grand, le Giant Radio Array for Neutrino Detection, donc le réseau géant de détection de neutrinos, enfin le réseau d'antennes géants de détection de neutrinos. Donc on était une vingtaine, et c'est là qu'on a brassé pas mal d'idées. On s'est mis dans des bars, on a continué à brasser tout ça avec de l'alcool. Ça a bien fonctionné, on a eu plein de nouvelles idées. On s'est dit, d'ailleurs, c'est là qu'on s'est dit, on va viser 200 000 km², 200 000 antennes. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vendu pendant assez longtemps. Et donc voilà, donc 2015-2025, dans des labos, des bars, des cantines, des distilleries de par le monde, on a construit notre manip, notre expérience, on a itéré, on a essuyé pas mal de déconvenues et de joie. Et on est en train d'avoir nos premiers résultats. Alors, comment est-ce qu'on a commencé ? On s'est dit, on va faire un premier prototype pour bien montrer la technique de détection radio, avec 300 antennes. On s'est dit qu'on allait se mettre en Chine, parce qu'Olivier avait pas mal de contacts en Chine, puisqu'il avait passé 5 ans là-bas à travailler avec des collègues. Et en plus, en Chine, il y a pas mal de déserts. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans des déserts ? Parce que
cette technique radio ne fonctionne que si on est dans un endroit très propre en bruit radio. Parce que tous ces petits signaux qu'on va détecter, qui vont être émis par les neutrinos, vont être tellement ténus qu'il faut ne pas avoir trop de parasites. Or, où qu'on aille, même dans le désert le plus reculé, en Chine ou dans la Pampa en Argentine, où qu'on aille, on est toujours inondé par du bruit radio qui vient de la ligne électrique là-bas à 20 km, des avions qui passent, du moteur de notre voiture, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Au début, on a commencé à explorer des sites, on est parti dans des 4x4. D'abord, on avait identifié pas mal d'endroits qui nous paraissaient assez peu habités sur Google Maps. Et c'est vrai que la Terre est grande. Et ensuite, on est parti. La première chose qu'on fait, souvent, c'est qu'on allume... Enfin, c'est pas souvent. La première chose qu'on fait, c'est qu'on allume la radio de notre voiture et on voit s'il y a de la friture ou si on capte quelque chose. Si on capte quelque chose, c'est que probablement on est trop près de la population. Et s'il y a de la friture, on sort notre antenne, on commence à faire des acquisitions et on essaie de voir si le site semble propre. Et finalement, on a identifié ce site-là, dans le désert de Gobi, ici. Et on a eu l'approbation du gouvernement local pour déployer 300 antennes sur 200 km². Donc vous voyez, c'est ça l'approbation locale, je les crois. Et donc c'est à 2h30 de route de la ville la plus proche qui s'appelle Dunhuan, qui est une très belle ville, une oasis historique dans le désert de Gobi et qui est sur la route de la soie. Et donc, à partir de là, on roule un peu. Ensuite, on est sur des pistes dans le désert avec des 4x4. Et ici, on arrive à cet endroit qui s'appelle Shaodushan, qui veut dire petite montagne. Et c'est là qu'on a commencé à installer nos antennes. Je vais vous passer un petit film qui va vous donner une notion un peu à la fois de la... C'est l'une de nos... Ça doit être notre avant-dernière campagne sur site. On est en train de travailler sur nos antennes, enfin, on est parti travailler sur nos antennes. Vous allez avoir un aperçu de comment on y arrive, l'esprit un peu de déconnade de l'équipe. Donc tout ça, c'est un extrait de vlog fait par un post-doctorant de notre équipe, qui est très chouette. Voilà, j'espère que ça va marcher. We are in Dunhuang, and c'est en time anglais, to par leave to contre. the site. Let's go. C'est joli, hein. On se plaint pas We des just saw paysages. some camels and now we're in a bumpy ride. Feng Feng is driving us very well and Kumiko is having a good time. Ils se foutent de moi, mais ça c'est normal. Hello. We have arrived on site. I must say, it's quite a magnificent view. After a bumpy ride, which was honestly very fun, with some camels along the way, we have arrived at our humble abodes behind us. And now I'll give you a little house tour. Notez le portail en fer forgé qui est quand même assez incongru dans le This désert. is the bedroom. Olivier is already sleeping. C'est tout confort. The place where storage
start room and also do the install and the check for the first stand. That's a sitting room or meeting room. And that is Kumiko's room. Wow. Look at this luxury hotel 5-star. Exactly, yeah. And you have a thief behind you. Look. Now it's time for lunch and then we'll get to work. Let's go. Donc évidemment, on n'a pas vraiment l'eau courante, c'est des citernes qu'on apporte. Et vous voyez, c'est des prépas qui ont été fabriqués par nos collègues chinois en 10 jours. Voilà. Bref. Et donc, voilà, là, c'est le centre d'acquisition de données. C'est assez spartiate. Pour les toilettes, il y a un trou. Donc, il faut accepter l'aventure. Je vous donne un peu aussi une autre vue de des antennes. Donc là, c'était un test qu'on faisait avec une antenne qu'on promenait sur une voiture. Et voilà, donc la vue est très belle. Et puis là, je vais vous montrer aussi un autre extrait, dernier extrait, du travail sur une antenne. Donc là, vous voyez, je vais vous décrire tout ça, hein, mais nos antennes font 3,5 mètres de haut. C'est la partie GPS. Voilà. Elles sont assez élégantes, moi je trouve. Donc une antenne papillon très simple, avec une électronique qui se situe ici dans la tête de l'antenne, un mât de 3,5 mètres, un système Wi-Fi pour envoyer les données, et ici un caisson avec un couvercle qui est en panneau solaire. Donc tout est indépendant, il n'y a pas de câblage avec rien, les antennes sont autosuffisantes. Et à l'intérieur de ce boîtier, vous avez la batterie, et puis derrière un autre petit boîtier avec le système d'acquisition, enfin toute l'électronique, la carte mère, qui va nous permettre donc de récupérer nos données. Donc, à quoi ça ressemble un signal de particules lorsque ça arrive sur ces antennes? Donc là, vous avez donc une antenne ici. Ça mesure le champ électrique. Donc là, c'est la mesure du champ électrique en fonction du temps. Et donc, lorsque vous avez une mesure, lorsqu'on enregistre une mesure, on voit quelque chose qui fait... Et puis, de temps en temps, ça fait... Et ce fup, comme ça, c'est le signal, souvent, d'une ligne électrique, d'un avion qui passe. Et puis, parfois, ça peut être une particule qui passe. Et souvent, comme pour nous, notre système de détection est bon, ce signal-là est dû à la galaxie. C'est notre galaxie qui émet en radio et qu'on voit avec nos antennes. Et ce qui se passe, qui est très intéressant, et c'est là-dessus vraiment qu'on mise, c'est que lorsque vous avez un rayon cosmique ou un neutrino qui arrive au sol et qui produit... Donc, pardon, juste... Ce que j'ai pas dit, c'est que lorsque vous avez un neutrino qui produit... Enfin, j'ai expliqué comment un neutrino produisait ce signal radio, mais le rayon cosmique va faire la même chose. Le rayon cosmique va entrer dans l'atmosphère, un rayon cosmique de ultra haute énergie, c'est Ultra High Energy Cosmic Ray. Lorsque un rayon cosmique entre dans l'atmosphère, il va produire une gerbe de particules en interagissant avec les molécules de l'atmosphère. Et à l'intérieur de cette gerbe, vous avez des électrons et des positrons qui vont pareil être séparés d'un côté et de l'autre par le champ magnétique terrestre et donc donner lieu à une émission radio au sol. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on veut vérifier la technique de détection radio, c'est-à-dire utiliser ces antennes et dire on est capable de mesurer, malgré le bruit ambiant humain, de mesurer l'arrivée de particules. Et ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Ça n'a jamais été fait avec uniquement des antennes radio. La technique est toute à démontrer. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans qu'on nous dit vous n'allez jamais y arriver, il y a trop de bruit radio, on a déjà essayé, ça ne marche pas, blablabla. Et nous, on dit, en fait, lorsqu'on est capable de mesurer des distances, des déformations de 1/10 millième de la taille d'un proton avec des bras dans de l'ultravide et tout, on devrait quand même pouvoir être capable de faire de la détection radio de particules. Donc,
Et c'est ce qu'on est en train de démontrer. Je vais vous montrer ça, c'est cool. Mais donc, on va faire ça. On veut montrer ça sur des particules qu'on connaît. Les neutrinos, on les a jamais mesurés. Donc, on va pas se challenger en se disant on va mesurer des trucs qu'on n'a jamais détectés avec une technique qu'on connaît pas. On va d'abord vérifier la technique sur des particules qu'on connaît bien, les rayons cosmiques, et ensuite dire ok, on est mûr pour faire des neutrinos. Et c'est exactement là où on en est. Donc, pour revenir là. Donc, lorsqu'on a un rayon cosmique ou un neutrino qui fait un signal de particules, un signal radio au sol, il ne va pas juste allumer, il ne va pas juste faire un signal sur une antenne, il va faire un signal sur plein d'antennes. Et là, chacun de ces pixels ici, chacun de ces points représente une antenne. Donc ça, c'est un cas vraiment idéal où il y a énormément d'antennes. À la fin, nous, on en aura une par kilomètre carré, donc on en aura beaucoup, beaucoup moins qu'ici. Mais l'idée est là, c'est que lorsque vous avez ce signal radio qui arrive, vous allez avoir ce magnifique anneau qui va se dessiner au sol. Et c'est la signature très claire d'un rayon cosmique ou d'un neutrino qui est arrivé. Parce que vous avez vu, en fait, c'est un beam comme ça. La gerbe, vous l'avez vu dessiner, c'était une espèce de cône. Et donc, au sol, ça va créer un anneau comme ça. Et ça va nous servir pour reconstruire plein de paramètres de la particule initiale. Donc, depuis juillet 2024, on a fait pas mal de progrès. C'est-à-dire que on a déployé on avait à ce moment-là déployé 35 antennes, et nos 35 antennes entendaient la galaxie. C'était un peu la fête. C'était ça. En réalité, c'est du zigouigoui qu'on regarde, mais là, je l'avais transformé en son pour vous. Et c'est pas très intéressant du coup, mais hop. Le son n'est pas forcément très intéressant, mais ce qui est très intéressant, c'est cette modulation-là. Le centre de la galaxie émet plus fort en radio que le reste. Normal, puisque c'est là où se trouvent les sources radio les plus importantes. Et le centre de la galaxie, lorsque la Terre tourne, va arriver ou pas dans le champ, va entrer dans le champ de vue de nos antennes, puis sortir. Et c'est ça exactement ce que vous voyez. Là, le centre galactique n'est pas dans le champ de vue de nos antennes, et là, il passe dans notre champ de vue. Et c'est pour ça que le signal radio augmente. Il y a une belle modulation, et ça veut dire que nos antennes fonctionnent. Ça, c'est cool. Donc, ça, c'était... Pardon. Une autre chose qu'on a commencé à voir en juillet 2024, et là aussi on était très contents, c'était des avions. A priori, c'est un polluant pour nous, mais en première intention, c'est super, parce que ça veut dire aussi que ça fonctionne. Ça veut dire, donc, on a commencé à voir dans le ciel ces glitches, là, ces espèces de pics, et on a réussi, non seulement on a pu voir que ça arrivait, mais en plus on s'en est servi pour reconstruire la direction d'arrivée de ces signaux-là. On arrivait à suivre avec nos antennes la position de ces avions alors qu'ils migraient dans le ciel. Et on a même réussi, du coup, avec le temps qu'on a mesuré et qu'on a enregistré dans nos données, et donc les positions, on a pu identifier les différents vols commerciaux. Donc ça veut dire aussi que ça marche très bien. Et puis, ensuite, donc ça c'était en novembre 2024, on a installé encore plus d'antennes. Et alors, il y a Olivier Martineau là qui parle, mais pardon. Mais c'est en anglais. Je ne sais pas si ça vous intéresse. C'est assez court, mais je vous le mets ou pas? Ouais. Summary of the week, a lot of work, very few sleep, but quite good progress with 35 antennas now running, 35 plus 30, taking some acquisition with looking for cosmic rays. So we hope they're going to come soon, and I'm quite confident they will because now we have the sensitivity for that. The background is great, and the DAQ is running quite stably. Next step is behind the computers, analyzing the data and looking for these cosmic rays to come in. Voilà, donc novembre 2024, on venait de tout corriger sur nos 35 antennes et on n'avait pas encore détecté de rayons cosmiques. Et décembre 2024, j'étais dans une conférence
en train de faire des choses. Et puis là, il y a mon doctorant, Yolande Lavoisier, là, qui m'envoie ces images et qui me dit « Je crois que j'ai un rayon cosmique ». Et là, c'est super. Parce que, donc, il faut éplucher les données, il faut enlever tous les bruits, il faut trouver des bons systèmes, des bonnes façons de distinguer le bruit du signal. Donc c'est là-dessus qu'il avait travaillé depuis le début de sa thèse, en fait depuis septembre, donc septembre-décembre quand même, très 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 fort. Enfin bon, évidemment, il y a toute une collaboration derrière qui a énormément travaillé. Et donc, Yolande me montre cet événement-là qui est très caractéristique d'un rayon cosmique qui vient de passer dans nos antennes. Donc, il y a 6 antennes radio qui ont été allumées avec un petit bulbe comme ça qui pointe, qui est très clair et qui a une forme caractéristique comme on le simule dans nos simulations numériques, donc d'un rayon cosmique. Et vous voyez que ça s'allume en même temps sur les 6 antennes. Et ça veut dire qu'il y a vraiment une gerbe qui est passée, qui a fait ce qu'il fallait. Et là, vous les voyez ici au sol. Donc là, c'est la position de nos antennes. Donc tous les numéros correspondent à nos différentes antennes. Et là, en couleur, vous avez le temps d'allumage de ces antennes. Donc là, ici, le balayage du signal radio est passé comme ça. Tac. Donc vous voyez que ça... D'abord, ça a allumé celle-là, puis celle-là, puis celle-là, etc. Et en utilisant cette donnée temporelle et en utilisant toutes les différentes équations de la physique, il a pu reconstruire la direction d'arrivée dans le ciel de cette particule. Et on voit qu'elle arrive pas trop loin de l'horizon, à 70 degrés, du côté, donc à l'azimut 45 degrés. Donc, enfin, voilà. Donc, il arrive à voir que ça arrive d'un endroit qui est très plausible, où on s'attend à avoir des rayons cosmiques, et qui n'est pas donc, noyé dans le bruit. Ça, c'était super. Et ensuite, on en a vu plein. Et aujourd'hui, on en a donc 41 particules qu'on a publiées. Donc, on a annoncé à la grosse conférence de l'été, de notre domaine cet été. Donc, c'est un grand moment pour Grand. Peut-être que vous vous dites... Ok, vous me parlez je parle de 2014 et aujourd'hui on est en 2025. Et pourquoi ? Pour faire quelque chose d'aussi simple que de déployer 35 antennes, maintenant il y en a 65 en opération. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps ? Et là, c'est parce que la science aujourd'hui, en particulier lorsqu'on fait des grosses expériences comme ça, on est tributaire, non pas juste des scientifiques, mais de ce qui se passe dans le monde. Et entre 2015 et 2025, il s'est passé pas mal de choses. En particulier, il y a eu un raidissement géopolitique qui ne nous a pas aidés, qui a fait qu'on a eu beaucoup de mal aussi à trouver des sites qui nous convenaient, parce que souvent les sites désertiques sont soit des réserves naturelles ou surtout des zones militaires. Et lorsqu'il y a un raidissement politique, c'est plus compliqué d'avoir une installation scientifique sur des zones militaires. Donc ça, c'était un problème. Il y a eu une guerre qui a fait que c'est devenu plus compliqué. Même ça a rallongé notre temps pour aller en Chine. Mais aussi, ça a augmenté les coûts de tous les matériaux et donc de toutes nos unités, de toutes nos antennes. Il y a eu une pandémie et ça, on a fait 4 ans dans les dents. Il se trouve que c'était assez malheureux. Enfin, il y a eu beaucoup plus de malheur, hein, on est bien d'accord. C'est juste des antennes. Mais en 2019, fin 2019, on avait 100 antennes produites qui étaient prêtes à être déployées. Et on avait un site en Chine. Et là, pandémie, tout s'arrête. Et nos antennes sont restées dans un hangar pendant 4 ans. C'était assez dur. Enfin, il y a eu des choses beaucoup plus dures, mais c'était à notre petit niveau, c'était compliqué. Et en plus, donc, on a eu des déconvenues parce que, comme on ne s'est pas installé sur le site en question, on a dû retrouver un autre. Enfin, le gouvernement local a annulé ça. On a dû retrouver un autre site. On a dû refaire des campagnes de mesures sur le terrain, etc. Donc, comme ça, on perd 4 ans. Enfin, 4 ans. Parce que surtout, la Chine n'était pas du tout ouverte pendant 4 ans. Et c'est pour ça qu'on a repris en 2023-2024 et qu'on a commencé à installer à ce moment-là. Et là, ça a été très rapide. Mais depuis aussi, on a un raidissement politique, géopolitique, qui rend les choses très compliquées.
Mais je voudrais dire quand même, pour avoir une petite note positive ou d'espoir, que moi je trouve que dans tout ce contexte, ces collaborations scientifiques internationales restent un endroit où on se donne la main encore. Et c'est très agréable. Je participe régulièrement à des meetings en visio ou même en présentiel, où on a dans la même salle, dans la même visio, des Américains, des Chinois, des Européens, de différents bords, dont les gouvernements ne se parlent plus, ou en tout cas même refusent de collaborer, même sur la science. Et nous, on arrive encore à s'entendre et à se dire, ok, alors, comment on va faire? Donc nous, on ne peut pas exporter des antennes en Chine, mais on va pouvoir le faire peut-être en Argentine. Alors si on essayait de faire notre R&D chez nous, ensuite on met... et puis ensuite, les Chinois vont aussi faire leur R&D, on échange notre design, etc. Voilà, c'est comme ça ça ne simplifie pas les choses, mais on arrive encore à parler. On arrive à parler de science, on arrive aussi à parler de la vie, même de politique. Et je trouve que ce terrain de neutralité, qui est le ciel, aujourd'hui, c'est très précieux. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette assertion un peu bisounours, mais je pense que c'est fondamentalement vrai que cette science, l'astrophysique, ou même la science fondamentale en général, reste un des derniers remparts de la diplomatie et que c'est quand même quelque chose qui est porteur d'espoir. Voilà, donc ça c'est dit. Mais, malgré tout, lorsque la pandémie nous a mis 4 ans dans les dents, on s'est dit, y compris nos collègues chinois, on s'est tous dit, ok, ça va être compliqué d'avoir un seul site. Donc il faut en ouvrir un deuxième. Et de toute façon, il y a plein de raisons d'ouvrir un deuxième site. Le deuxième site, on comptait avoir 2 hémisphères parce qu'on veut observer 2 ciels différents, parce que peut-être qu'il y a dans une quête d'événements violents, comme ils peuvent arriver n'importe où dans le ciel, il faut couvrir le maximum d'hémisphères, le maximum de ciel, le maximum de champs de vue. Donc, on avait envie d'ouvrir un deuxième site, et c'est ce qu'on a fait. Juste à la fin de la pandémie, on est allé explorer la région de San Juan, en Argentine. On a été très bien accueillis. Et c'est probablement là où on va mettre notre prochaine étape de mise à l'échelle de Grande, dans la province de San Juan. La mise à l'échelle, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donc 41 rayons cosmiques qu'on a détectés. On va avec donc un réseau très préliminaire. Aujourd'hui, donc, on a 65 antennes en opération qui vont détecter des rayons cosmiques à l'appel, vraiment. On en attend 100 par jour. Ça va venir vraiment de façon très massive. Et ça va nous permettre dans l'année, probablement, ou dans les 2 ans, de valider très clairement la technique de détection radio. Donc, il faut déjà être prêt à prospecter pour la suite et à faire la R&D. Et comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut trouver un site pour la suite. Il faut aussi essayer d'être beaucoup plus efficace que la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc pour le site, donc l'Argentine, et pour la technologie, on a fait un truc qu'on fait beaucoup en sciences, qui est l'union fait la force, et cette équation-là, 1 + 1 = 20. Donc pareil, on s'est mis avec plein de gens ensemble. En particulier, je suis partie dans les bois en Pennsylvanie l'année dernière pendant 1 an pour travailler avec cette personne ici, qui s'appelle Steph Wiesel, qui est la créatrice et la leaduse du projet Beacon, qui est un autre projet radio qui fonctionne différemment, que je vais expliquer. L'idée, c'est qu'on va utiliser sa technique, notre technique grande, on va tout mettre ensemble et faire donc 1 + 1 = 20. Parce qu'on se rend bien compte qu'a priori, donc il faudrait 200 000 km² sur 200 000 antennes sur 200 000 km² pour avoir plein de neutrinos de ultra haute énergie et sonder l'univers violent. Mais 200 000 km², c'est la taille de l'Angleterre. Et au vu de la situation géopolitique, on n'a pas forcément envie
de passer des années à convaincre, à se heurter à des choses sur lesquelles on n'a pas de levier en tant que scientifique. Par contre, on a un levier sur la technologie. Et c'est pour ça qu'on veut faire quelque chose de beaucoup plus efficace. Et donc, l'union fait la force. Donc là, vous voyez, hein, on a fait des visios avec nos collègues argentins qui travaillent sur le site. Donc Olivier, toujours, un collègue espagnol. Donc on s'est mis tous les 4 ensemble avec Steph. Je suis désolée, je suis plusieurs fois là-dessus, c'est assez embarrassant, mais bon, voilà. Et vous voyez qu'on est comme on est des pauvres dans la recherche, on travaille par terre dans la rue, mais c'est une réalité. Tout ça est très véridique, c'est comme ça qu'on travaille. Mais on va aussi au resto beaucoup. Et ça se travaille autour de repas. Et donc l'idée, c'est quoi ? L'idée de Beacon, que Steph a, c'est de phaser des antennes. Peut-être que vous savez que lorsque vous avez du signal dans une espèce de bruit incohérent, du bruit blanc qui fait comme ça, comme tout à l'heure vous voyez les zigouigouis, lorsque vous ajoutez différents signaux de plusieurs antennes qui sont juste à côté, qui mesurent le même bruit incohérent, mais le signal un petit peu différent, lorsque vous ajoutez tout ça, ça fait ressortir très fortement le signal. Le signal s'ajoute en N, de façon linéaire, N étant le nombre d'antennes, et le bruit s'ajoute en racine de N. Un peu compliqué, mais ça veut dire que le signal sur bruit est bien amplifié, parce que tout le monde voit le même bruit, et donc va un peu l'annuler, et le signal, par contre, il est un petit peu différent, et donc ça va s'ajouter. Donc, phaser des antennes, c'est très puissant pour récupérer du signal très faible. Et en même temps, Grand est très puissant pour récupérer du signal sur de très grandes surfaces. Phaser les antennes, il faut le faire sur des toutes petites surfaces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des stations comme ça, avec plein d'antennes phasées, entourées d'antennes radio à la grande. Et avec tout ça, on récupère les avantages des 2 techniques. Et on va réussir à faire... Voilà, donc ça c'est très technique, mais... Donc je vais vous passer ça. On va réussir à faire ce 1 + 1 = 20. Ici, vous avez toujours ces flux de neutrinos en fonction de leur énergie. Là, vous avez donc des sursauts gamma qui produisent des neutrinos ici, en rouge. Ici aussi, d'autres types de sursauts gamma. Et là, les courbes comme ça, arrondies par le bas, par le concave, sont les courbes de sensibilité des expériences. Ça veut dire, si vous arrivez à toucher ces courbes de flux, ça veut dire que vous allez avoir une détection. Donc là, vous avez grande avec 10 000 antennes. D'accord ? Et ici, c'est Beacon avec 24 antennes phasées. Et vous voyez que Beacon n'est pas très bon ici, Grand est plutôt bon là, mais enfin bon, bref. Et lorsque vous ajoutez les 2 et que finalement vous avez 24 antennes phasées et 360 antennes à la grande, donc au total 800 antennes plutôt que 10 000, vous arrivez à ça. Donc c'est vraiment très puissant. On gagne quand même par rapport à grande un bon ordre de grandeur, en fait un facteur 20, en termes de nombre d'antennes, mais aussi en termes de surface associée. Donc ça veut dire qu'avec juste 20 000 km², on va pouvoir faire aussi bien, avec 10 000 km², on va pouvoir faire aussi bien que 200 000 km². Donc c'est bien puissant. Et donc détecter des neutrinos provenant de sursauts gamma. Donc on travaille là-dessus. Je voulais juste vous présenter donc, tous ceux qui travaillent là-dessus, justement. On est plus de 130 membres dans Grand, de 14 pays, que vous voyez là, dont pas mal d'instituts français, vous voyez, et pas mal d'instituts européens également, mais aussi les États-Unis, beaucoup d'instituts chinois, bien sûr, qui sont des contributeurs essentiels. C'est eux qui, pour l'instant, ont payé toutes les antennes.
Et voilà, donc ça c'est notre collaboration. Et je voulais aussi dire, tout à l'heure j'ai parlé de la diplomatie, là je voudrais parler de notre impact carbone, de notre environnement, puisque tout ça aussi concerne ce festival. Notre collaboration se soucie très fortement de son impact environnemental. Donc on a été les pionniers à calculer en tant que grande expérience notre impact carbone, notre bilan carbone projeté. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on allait avoir un impact très fort, comme attendu par l'équipement, donc les antennes, qui allaient pas mal polluer, mais aussi par le numérique, quasiment à égalité. Et là, on aurait pu rentrer chez nous et se dire, ok, donc ça pollue trop, donc on rentre chez nous, on arrête. Mais on s'est dit, est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer? Alors, c'est l'impact de... Est-ce que je ne l'ai pas écrit ici? La production de 1000 voitures par an, à peu près. C'est ça. Donc, c'est beaucoup, mais à l'échelle des industries, c'est pas énorme. Donc, en tant que science, on continue à ne pas être des gros pollueurs, mais on veut quand même être... Enfin, des gros pollueurs, ouais. On veut quand même être exemplaire là-dessus, donc on a essayé de travailler dessus, et on s'est dit, puisque l'équipement a un fort impact, on va essayer de faire une analyse cycle de vie de nos antennes. Et on a vu que des choses assez simples, comme changer d'alliage pour l'acier de notre structure métallique, pouvaient réduire de 68% l'impact qu'on avait. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler. Aujourd'hui, comme on est encore dans une phase de prototype, qu'on n'a pas commencé la production de la phase suivante de nos antennes, qui va être la phase la plus polluante, c'est vraiment le bon moment pour se pencher sur ces questions et comprendre où est-ce que sont les leviers pour améliorer tout ça. Et bien sûr, pour le numérique également, on travaille sur la sobriété pour faire des simulations, pour le stockage des données, le transfert des données, essayer d'avoir le plus petit volume de données à enregistrer, à transférer, etc., puisque c'est ça qui est le plus coûteux. Voilà. Je voudrais clore en disant que donc notre route pour essayer de chasser des neutrinos de ultra haute énergie est longue, mais est en train de déboucher. Là, on est vraiment sur un tournant. C'est assez émouvant d'être là aujourd'hui avec vous parce que il y a 2 semaines, on était en train de présenter ces résultats et en train de dire ok, on valide la technique de détection, on va passer à la phase suivante. Et une fois que ce sera fait, dans les 6 prochaines années, on va pouvoir construire ce détecteur encore plus efficace. Et j'aimerais beaucoup qu'on soit prêt à ce moment-là à détecter la prochaine grosse explosion de supernova superlumineuse ou un sursaut gamma qui va pointer vers nous et nous envoyer une flopée de neutrinos. C'est un peu ça le challenge de cette chasse aux messagers de l'univers violent. C'est de travailler longtemps, avec beaucoup de patience, mais avec une pointe d'impatience en se disant, voilà, il faut qu'on soit prêt, mais quand est-ce que ça va arriver? Et j'ai bon espoir que ça arrive. Je vous invite à aller regarder ce film très contemplatif de Jean Mouette qui donne un aperçu de ce... Donc c'est pas le vlog, c'est beaucoup plus contemplatif. Regardez le vlog aussi, il est marrant. Mais sur le site de notre expérience. Attendez, ouais, voilà, il va se lancer, mais voilà, c'est ça un peu l'idée. Et puis si jamais vous avez un peu de temps et vous voulez avoir une lecture pour l'été et que vous voulez en savoir plus sur toute cette histoire et cette aventure de la recherche, vous pouvez aussi lire L'univers violent, qui est un livre qui est sorti cette année, que j'ai écrit, et qui est présent à la librairie aussi. Il n'y a plus qu'un exemplaire, je crois. Mais vous pouvez aussi l'acheter en ligne ou dans toutes les bonnes librairies. Et je serai très heureuse de vous le dédicacer. Merci beaucoup. Bonjour.
Merci c'était passionnant. Là, vous parlez d'une science qui a l'air un peu low cost parce qu'on fait avec peu de moyens. Et je pensais qu'il y avait quand même beaucoup de données à traiter, et surtout pour l'avenir. Mais ma question porte surtout comment on va passer de la détection des rayons cosmiques aux neutrinos. Est-ce que ça change complètement le modèle Voilà. Ça change, justement, l'idée c'est qu'on ne change pas vraiment le modèle. En fait, ce que j'expliquais, c'était qu'il fallait quand même qu'on change de modèle pour augmenter la surface. C'est ce réseau hybride-là, où on met ensemble deux expériences, mais c'est pas... Donc la technique de détection en soi de radio est bien là, et on va justement utiliser tout ce qui a été prototypé jusqu'à présent, on va le recycler tel quel. Il faut rajouter des choses pour faire communiquer les deux parties, etc. Mais ça reste du low cost. Vous avez raison d'ailleurs. Hein. Mais c'est quelque chose que je dis peut-être pas assez, mais oui, la radio c'est du low cost. J'en profite pour préciser également qu'il y a la veillée, pour ceux qui veulent, qui se fait au stade de foot et qui se fait jusqu'à très tard dans la nuit. Donc vous pouvez rester aux questions. Et après, voilà, il y a la veillée d'observation. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. C'était vraiment très intéressant. J'avais une question. Si on se place dans le monde très utopique où il n'y a ni guerre, ni pandémie, ni raidissement géopolitique, quand est-ce qu'on pourrait envisager détecter ces rayons cosmiques de très haute énergie avec ces neutrinos. Oui, ces neutrinos. Dans le monde actuel, j'espère que... En fait, c'est le dernier chapitre de mon livre. Non, si jamais on arrive à construire ce détecteur qu'on est en train de développer, ça serait possible d'avoir la bonne sensibilité dans 6 ans. Si on avait dans un monde utopique, on a les financements et que les choses se passent bien géopolitiquement. Oui. Donc c'est dans pas longtemps. Oui. Mon micro est allumé, donc je vais pouvoir poser ma question. Ma question, c'est que j'avais cru entendre ou me souvenir que pour KM3net et pour IceCube, ils regardaient le neutrino de l'autre côté de la Terre pour pas être gênés par les rayons cosmiques. Et j'ai l'impression que sur Grand, vous le faites pas, vous les faites du même côté. Et pourquoi vous pouvez pas utiliser le même effet de se protéger des rayons cosmiques par la Terre ? On n'a pas besoin de se protéger des rayons cosmiques parce que justement, nous, on se sert, on fait la même chose d'ailleurs. Hein. Nos neutrinos vont sortir de la Terre. Et comme on reconstruit très bien la direction d'arrivée de nos particules, on sait que si ça émerge de la Terre, ça va être un neutrino, et sinon ça va être un rayon cosmique, parce que le rayon cosmique ne peut pas sortir de la Terre. Donc on a une façon très claire de faire un veto comme ça. Donc on se sert un peu de cette technique-là. Bon. Mais la différence, juste pour préciser, la différence avec KM3net et IceCube, c'est quand même que nous, a priori, sauf que KM3net a détecté un neutrino de ultra haute énergie par chance, mais a priori, ces détecteurs sont faits pour voir des neutrinos de plus basse énergie qui traversent plus de matière. Parce que ce qu'on appelle la section efficace, donc la probabilité d'interaction avec la matière des particules, est moins grande pour les basses énergies. Donc un neutrino à la IceCube ou KM3net va avoir plus de chances de traverser la Terre et de sortir, va traverser beaucoup plus que 30 km de Terre, globalement. Nous, à ultra haute énergie, c'est 30 km maximum, enfin 50 peut-être, mais c'est de cet ordre de grandeur-là. Il ne peut pas traverser l'ensemble de la Terre, le neutrino. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous demander, dans le cas du neutrino de très haute énergie qui a été capté grâce au capteur avec de l'eau,
Comment on a fait pour reconstituer sa position d'arrivée? C'est une bonne question. Donc, parce que la position d'arrivée est sujette à des incertitudes en plus. Mais globalement, lorsque le neutrino passe et allume des capteurs, il y a quand même une notion de temps. Il balaye plusieurs capteurs à différents instants. Et donc, en utilisant cette temporalité, on va pouvoir retracer son parcours à l'intérieur de l'eau et donc essayer de reconstruire la direction d'arrivée. Mais il y a quand même des incertitudes parce que ça peut une toute petite différence de reconstruction. Voilà. Si les capteurs sont mal calibrés, leur position, des choses comme ça, on peut se tromper sur l'angle d'arrivée de la particule. Est-ce que ça répond à votre question? Et tout ça est fait en comparaison avec des simulations numériques, bien sûr. À chaque fois, lorsqu'on construit un instrument, on fait des simulations de notre instrument, de la réponse de l'instrument, en faisant passer à l'intérieur des particules simulées. Et on sait que, en principe, les capteurs devraient être allumés de telle façon. Et donc on compare. Pareil en radio. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Je voulais juste savoir qu'est-ce que ça apportera concrètement au niveau théorique une fois qu'on aura détecté ces neutrinos de très haute énergie. En quoi est-ce que cet apport de saveur dans l'univers violent va permettre une nouvelle théorie? Alors, d'abord, ce que je disais, c'est que les neutrinos sont neutres et pointent directement vers la source. Donc ça, c'est crucial. Ça veut dire qu'on a un messager direct de ces sources-là, les plus violentes. Et déjà, ça, c'est fondamental. Ça va nous éclairer sur les particules les plus énergétiques qui arrivent. Donc il y a ça aussi. Les rayons cosmiques de ultra haute énergie, on ne connaît pas leur source. Et les neutrinos de ultra haute énergie vont nous permettre de les identifier, de faire le lien entre les deux. Mais peut-être que votre question porte aussi sur la saveur. Alors, la saveur peut nous éclairer sur les processus d'interaction qui ont lieu à l'intérieur de la source. Donc la saveur des neutrinos nous dit quel environnement, en termes de lumière ou de matière, a pu donner naissance à des neutrinos. Donc, lorsque vous avez des rayons cosmiques qui sont accélérés, ils collisionnent avec quelque chose, et ce quelque chose peut être indiqué par en fonction de si c'est un photon ou un baryon, la saveur du neutrino produit pas vraiment la saveur, mais en tout cas les fractions de saveur de neutrinos produits peut être différente. Donc, en mesurant ça, on va pouvoir sonder l'environnement de la source, ou en tout cas le contenu de la source. Donc ça, c'est des choses... Mais surtout, ce qui intéresse plus, je dirais, les physiciens en général, sur ces histoires de saveur, c'est de la physique des particules. Donc, comprendre comment les neutrinos oscillent. Et ça, à ultra haute énergie, on n'a aucune mesure de ça. Donc, avoir des notions de saveur, ça va être extrêmement intéressant aussi en ce sens-là, pour la physique des particules. Bonsoir, merci pour le partage de cette belle aventure. Je voulais savoir quelle est la vitesse des neutrinos en fait. Est-ce que c'est la vitesse de la lumière ou est-ce que c'est un peu différent? On est quasiment à la vitesse de la lumière. C'est vraiment pou en dessous. Ça arrive quasiment en même temps. C'est pour ça que si jamais on avait l'explosion d'une source violente, on aurait l'arrivée quasi simultanée d'ondes gravitationnelles de lumière et de neutrinos s'ils sont produits dans la même région et par le même mécanisme. Ce qui n'est pas garanti. Mais c'est ça aussi qui est très intéressant. Par exemple, le fait qu'il y ait 2 secondes d'écart entre l'arrivée des ondes gravitationnelles et la lumière est très intéressant.
parce que ça veut dire que d'abord, il y a eu cette coalescence, l'émission des ondes, et ensuite, le jet qui s'est formé, et ça nous aide à comprendre la structure de comment ce jet a été formé. Et ça correspond super bien à la théorie, d'ailleurs. Pareil, les neutrinos, c'est quand même, a priori, c'est des particules, des rayons cosmiques accélérés qui ensuite interagissent avec la matière à l'intérieur de la source qui produit ces neutrinos. Donc il devrait y avoir un petit lag, un tout petit temps de délai. Et ce temps de délai va nous renseigner sur le temps que prennent les particules pour être accélérées et leur temps d'interaction. Donc ça, mais en principe, ils voyagent à la même vitesse, à une vitesse infiniment similaire que la lumière. Oui, ouais, bah merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Alors j'avais une question pour savoir si le réseau d'antennes que vous êtes en train de déployer, est-ce que vous pourriez l'utiliser également pour observer d'autres types de sources radio et donc augmenter comme ça votre cas scientifique, on va dire. Excellente question. C'est l'une des premières choses qu'on a faites. Au premier atelier, on avait invité des gens qui font de la radioastronomie, en particulier qui étudient les FRB, les Fast Radio Bursts, qui sont comment ça se dit en français, des sursauts radio, qui sont des objets très mystérieux qui font partie du ciel violent, des sursauts en radio dont on ne connaît pas l'origine et qu'on pourrait très bien mesurer avec nos détecteurs. Le problème de notre système d'antenne radio, c'est qu'il est conçu pour être très simple et il ne fait pas d'imagerie. Les détecteurs radio, les observatoires radio comme SKA, dont vous avez peut-être entendu parler, le Square Kilometer Array, ou tout autre réseau de radioastronomie fait de l'imagerie et travaille en temps-fréquence, fait des transformés de Fourier globalement, et faire une transformée de Fourier, c'est coûteux. Nous, on ne fait pas ça. On a une électronique beaucoup plus simple, on ne travaille pas dans cette autre vision des données. On est uniquement dans les igouigouis, est-ce qu'il dépasse ou pas un seuil, et lorsque ça dépasse un seuil, on l'enregistre. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et lorsqu'on veut faire de l'imagerie, il faut câbler les antennes entre elles, un peu comme ça, là, les trucs phasés, mais sur de très grands réseaux, ça devient plus compliqué. On y pense, et si on peut se le permettre, on le fera. Ça engendre des volumes de données plus importants et une acquisition de données un peu différente. Donc, c'est pas gratuit, mais ça nous intéresse bien. C'est une très bonne question, oui. Bonjour, de l'autre côté. Encore merci pour votre discussion, toujours de l'autre côté. Ah, pardon. Merci, pas de souci. Ma question se portait, je voulais rebondir sur une remarque qui avait été faite sur le terme des délais d'arrivée des neutrinos, mais par rapport aux autres rayonnements cosmiques. De ce que j'ai compris, les neutrinos donc, arrivent en ligne droite puisqu'ils sont neutres, ils ne sont pas détournés par les diverses sources électromagnétiques, et les autres, oui. Donc ce que j'en comprends, c'est que les autres ont un trajet plus long, et donc même s'ils vont à la même vitesse, ils vont mettre plus de temps pour arriver. Absolument. Ma question, c'est quel est l'ordre de grandeur d'écart entre ces distances? Est-ce que ça varie énormément parce que ça dépend de plein de cas, ou est-ce que c'est relativement contenu? Oui, oui et oui. C'est une super question. C'était l'objet d'un des chapitres de ma thèse. Donc, non, vraiment, c'est ça tout le secret le problème des rayons cosmiques, c'est que lorsqu'on a un sursaut gamma qui a lieu, on ne verra jamais de rayons cosmiques provenant de ce sursaut gamma, parce que même une petite déflexion d'1 degré lors de la propagation de la particule, comme ça, là, va engendrer un temps de retard par rapport au photon de 10 000 ans. Sur plusieurs centaines de mégaparsecs, sur 100 mégaparsecs, je crois. 100 mégaparsecs. 100 mégaparsecs, c'est l'univers local, comme je disais. Donc,
aucune chance de voir quelque chose en même temps. Il n'y a vraiment aucune chance, je pense. Par contre, ce que vous disiez, c'était est-ce qu'il y a pas mal de variations? Ça, c'est vrai. 10 000 ans, c'est une valeur un peu moyenne, mais ça peut être 100 000 ans, ça peut être beaucoup plus long, en fonction des champs magnétiques qui sont rencontrés, des diffusions, enfin, des déflexions que la particule expérimente, de sa charge aussi. Plus c'est chargé, plus ça défléchit. Voilà. Donc, oui, c'est pour ça que le rayon cosmique, pour le ciel transitoire, pour ces événements violents, explosifs, fulgurants, qui arrivent et qui s'éteignent, c'est pas le meilleur messager. Voilà. Est-ce que le neutrino a une masse? Le neutrino a une masse très faible, comme je disais tout à l'heure. C'était, voilà, 10 milliards de fois plus légère que le proton. Mais le fait que le neutrino a une masse est validé par le fait qu'ils oscillent. Là, on est dans de la physique des particules pure et dure. Mais les neutrinos solaires ont pu montrer que la détection des neutrinos solaires ont pu démontrer que le neutrino avait une masse. Par contre, la mesure précise de leur masse est encore à faire. Bonsoir. J'avais une question sur comment différencier donc les neutrinos qui venaient du sol de ceux qui venaient du ciel. Et une deuxième, c'est comment on a une notion de la saveur. Très bonne question. Donc, nous, dans Grand, on ne se pose pas la question. On ne voit que des neutrinos qui sortent du sol. Parce que ceux qui arrivent du ciel vont traverser l'atmosphère et n'ont aucune chance d'interagir et de produire des particules secondaires qui vont être visibles. D'accord? Donc, nous, on voit que ceux qui sortent du sol. Et en plus, on ne voit qu'un type de neutrino. Un neutrino d'une saveur particulière dans Grand. Parce que, c'est une bonne question, c'est cool. Il y a 3 types de neutrinos. Les neutrinos électroniques, muoniques et tauiques. Et lorsque ces différents types de neutrinos interagissent avec la matière, ils vont produire leurs particules associées, qui est l'électron, le muon ou le tau. C'est des leptons. Lorsque un électron est produit, si vous avez la même chose peut se produire avec un neutrino électronique ou muonique ou tauique, mais lorsque vous avez un neutrino électronique qui interagit avec le sol, il va produire un électron, et l'électron va être absorbé immédiatement par la roche. Donc il ne sort jamais. Le muon, lui, va sortir de la roche et s'en aller, et il a un temps de vie tellement long qu'il ne fait rien du tout. On ne le verra pas passer. Et le tau, c'est celui qui a les bonnes propriétés, qui va sortir de la roche et qui a un temps de vie assez limité pour se désintégrer dans l'atmosphère. Donc c'est que les taux, les neutrinos tauiques qu'on voit. Ça c'est bien et pas bien. Bien dans le sens où on sait que on a une mesure très claire des neutrinos tauiques, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres expériences. Par exemple, KM3net ou IceCube voient différents types de neutrinos, mais ont beaucoup de mal à faire la distinction avec les neutrinos tau, et ils ne sont pas très sûrs d'en avoir jamais vu. Nous, on est sûr que si on en voit, c'est des taux. C'est pas bien parce qu'on n'en voit qu'un tiers, du coup. En principe, les oscillations font que, globalement, au doigt mouillé, on récupère sur Terre un tiers de saveur, avec des petites variations qui sont très intéressantes. Donc, on n'a qu'un tiers des particules qui nous arrivent de l'univers, qu'on voit, enfin de l'univers violent, qu'on va pouvoir voir. Donc, il faut un détecteur 3 fois plus grand que les autres. Voilà, ça répond à votre question. Si personne n'a plus de questions, ça va être la fin. Merci. Merci beaucoup.